Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis aujourd'hui à Kavrov. Je vais marcher dans Kavrov et vous allez pouvoir voir autour de moi une ville russe qui n'est pas du tout une ville carte postale. Une ville russe de peu plus de 100 000 habitants, 125 000 habitants, qui est à 250 km à l'est de Moscou et un petit peu 60 km à peu près au nord-est de Vladimir. Donc en fait, quand on part de Moscou plein est, on va à Vladimir, qui est la grosse ville, la capitale de l'oblast de Vladimir à l'est. On dépasse Vladimir et on arrive à Kavrov et Dobrograd, qui sont deux villes jumelées. Donc Dobrograd, c'est la ville moderne dont j'ai déjà parlé et pour laquelle j'ai déjà fait des vidéos. Et Kavrov, c'est la ville de 125 000 habitants historique, qui est, on va dire, eh bien la ville administrative, politique, locale, juste avant l'apparition de Dobrograd. C'est la ville dans laquelle se situe l'énorme usine de matelas Ascona, dont le fondateur est aussi le fondateur de la ville de Dobrograd. Voilà, donc il y a 10 km à peu près entre Dobrograd et, et Kavrov. Et Kavrov, vous allez voir, c'est une ville, je vais marcher, donc vous allez voir autour de moi, c'est une ville typique de la province russe, une ville absolument pas carte postale. C'est une ville industrielle. Ici, c'est l'armement. Il y a des usines d'armement. C'est une ville soviétique grise. C'est intéressant pour vous de voir aussi comment c'est les rues d'une ville comme ça, parce que ça change un peu de ce que je vous montre d'habitude. Alors, pourquoi je suis aujourd'hui à Kavrov? Qu'est-ce que le Frussien fait à Kavrov? Eh bien, je suis à Kavrov parce que je suis allé aujourd'hui au centre administratif Mes Documents, My Documenti de MFC à Kavrov, pour faire des démarches d'obtention, d'acquisition, en fait, d'un terrain à Dobrograd pour le compte de clients français. Des clients français qui ont acheté un terrain à des citoyens russes dans Dobrograd par le biais de notre agence immobilière Russimo. Vous savez qu'on a une agence immobilière qui s'appelle Russimo et par laquelle on aide les Européens à réaliser des prestations immobilières en Russie. Ça peut être des achats de biens, maisons, appartements pour habiter ou de l'investissement. On a cette année réalisé des acquisitions à Moscou, à Kazan, à Saint-Pétersbourg et donc désormais à Dobrograd. Ça vous intéresse, l'immobilier en Russie, eh bien je mettrai le lien vers Russimo et notre agence immobilière dessous. Vous pouvez nous écrire, nous contacter et télécharger notre livre blanc sur l'immobilier en Russie qu'on a écrit, qui est gratuit. Voilà, je mettrai tous les liens dans le descriptif et le premier commentaire. Alors, je suis à Dobrograd parce que on a signé ce document qui est donc toute la procédure d'acquisition d'un terrain. Et comme les vendeurs sont russes et les acheteurs français, et que moi je suis binational, et bien moi je suis le représentant juridique officiel des clients français pour être sûr que tout se passe bien. Voilà. Et donc je me suis dit, avant de repartir à la gare, je vais marcher dans le Kavrov et vous permettre de voir un petit peu comment c'est une ville de 100 000 habitants en Russie. Pour ceux qui en rêvent, je filme pas l'hôpital parce qu'il n'est pas super. Et ça, c'est typiquement, les villes de cette taille-là n'ont pas atteint la masse critique pour avoir bénéficié d'espèces de vagues de redressement qui est en cours, même si, on va dire, ici, il y a des industries, donc j'ai dit l'armement, les matelas, etc. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre, pendant que je marche à Kavrov, il va faire 30 degrés aujourd'hui. Voilà. Vous regardez, vous remarquez quand même que c'est propre. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un autre sujet. Le sujet, c'est le sujet, en fait, j'ai fait une vidéo récemment sur les conséquences, on va dire, de l'expatriation. Qu'est-ce que moi, mon expatriation m'a coûté? Sens personnel, qu'est-ce que ça coûte s'expatrier en général? À quoi faut se préparer, etc. Quels sont les ricochets et conséquences? Et, et aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus loin. Parce que beaucoup de gens m'ont écrit sur cette vidéo. Elle a donné lieu vraiment à des drôles de mails. De gens qui m'ont dit oui, mais en gros, l'argument qu'il en sort, c'est oui, mais si ça va pas, en gros, je repars. C'est un sujet super intéressant. Si ça va pas, ça se passe mal en Russie, en gros, je repars. Oui, vous aurez toujours un passeport français.
Vous avez le droit de repartir ailleurs dans le monde, d'ailleurs, chez vous en France, en Belgique, en Suisse, dans l'Union européenne, peu importe. Oui, mais voilà. Si on parle du départ et qu'on envisage un retour, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est le temps. En fait, dans la précédente vidéo, je mentionnais le fait que quand on part, on devient un émigré, on a une période de temps où quand on n'est pas encore assez installé sur place, on est une forme de nobody. On est personne parce que on n'a pas fait son trou, on n'a pas l'antécédent familial, on n'a pas l'historique, on n'a pas été à l'école avec les gens, on n'a pas les parents, l'entourage de ses parents, le réseau. On arrive, on est un implant en fait. On est un implant, on est posé là et, et donc on est en quelque sorte transparent. Vous êtes uniquement votre statut social. Et votre statut social, il faut vous le reconstruire de A à Z, en devenant quelqu'un, en faisant votre trou, en créant votre image, en vous faisant un réseau de gens, en faisant des amis, en créant une famille, je sais pas, peu importe. Il faut devenir quelqu'un en fait. Et pour devenir quelqu'un, ben, ça prend du temps. Et puis souvent, ben, on repart avec des compétences qui sont parfaites, pas fort parfaitement, souvent d'ailleurs, pas complètement comprises ou utilisables à bon escient sur le marché du travail nouveau sur lequel donc on repart de plus bas et c'est de plus bas qu'il faut refaire son trou. Ça, c'est en local, dans le pays d'immigration. Mais il y a un autre truc, c'est le pays que vous avez quitté. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, alors, tout dépend de l'âge, mais bien sûr, vous allez garder des contacts. En Russie, on décore toujours quand il y a des gens qui ont invité. Voilà, là, c'est quelqu'un qui a combattu pendant la Grande Guerre patriotique. Alors, dans cette maison. Dans ce pays que vous avez quitté, en fait, il y a une chose qui se passe, c'est que eh bien, vous en partez. Donc, peu à peu, vous perdez le fil de ce qui s'y passe, par fil. La vie de tous les jours, dans le sens la vie, la politique. Alors, je sais que les Français, ils sont mal de politique quand ils partent à l'étranger et quand ils vont s'intéresser à la politique française, mais non, globalement, on se coupe, on se désintéresse, on perd le fil et puis, il y a tout ça qui se passe. Et puis, il y a autre chose. On perd peu un peu le fil avec sa famille. On est plus loin, les relations un petit peu on ne peut plus se voir autant si on habitait à côté. On est contraint à juste pouvoir s'appeler, on est contraint à juste pouvoir se parler par WhatsApp, par Zoom, par Teams, je sais pas, peu importe. Et bien souvent, en fait, il y a en quelque sorte les nouvelles réalités qui sont les vôtres sont étrangères. Étrangères simplement à celles qui sont que vivent vos proches, vos parents. Donc, vous êtes dans un nouveau monde, ils ne le comprennent pas, ils peuvent pas vous aider, ils comprennent pas vos tensions, vos stress, vos problèmes. Pour eux, ça reste confus, tout ça. Et il y a une forme de... vous pouvez pas passer du temps à leur en parler parce qu'ils comprennent pas ce que vous leur dites, en fait. Et la vie de votre famille, je sais pas, vos oncles, vos neveux, peu importe, tous les gens qui sont restés là-bas, se déroule sans vous. Donc, il y a un inévitable facteur d'éloignement. Vous en perdez peu à peu le fil de tout ça, des vôtres. Typiquement, place assez éthique. Donc, vous voyez, là, il y a l'entrée du parc. Excavatorotro Italia, donc parc patriote derrière moi. Je vais pas rentrer, je vais continuer ma route tout droit. C'est plus sympa de vous montrer la ville que le parc, je pense. Je me trompe peut-être. Mais c'est moi qui décide, de toute façon, c'est ma chaîne. Hein? Bon. Alors, il y a ce facteur d'éloignement. Et en fait, il est compliqué parce que, selon votre structure familiale, si vous êtes proche ou pas, votre famille,
Ben, globalement, vous avez un moment où vous êtes en train de perdre le fil. Vous voyez pas les enfants de vos frères et sœurs grandir. Vous n'êtes pas là, en fait, simplement. Il y a des décès, vous revoyez vos parents justement leur mort, vous les voyez pas assez souvent, si vous êtes loin, c'est compliqué, etc. Il y a tout un facteur d'éloignement géographique, territorial d'abord, puis mental qui se crée. C'est-à-dire que peu à peu, en vous intégrant dans votre nouveau pays, il y a une forme de distance qui se met en place, une distance mentale avec les vôtres. Vous n'êtes plus dans le même pays, dans le même rythme, dans la même dynamique, vous n'êtes plus dans la même, vous êtes plus dans les mêmes fréquences de vie, problématiques. En fait, vous arrivez à avoir moins de choses à vous dire. Puis à un moment, votre sœur divorce, puis elle a un problème, puis un enfant est malade, et puis vous n'êtes pas là, et puis vous en voulez un peu, puis vos parents vieillissent. La distance, c'est terrible pour ça. Parce que ça crée l'éloignement. C'est pas comme partir dans l'espace. Il y a toujours des avions. Des fois, ça coûte cher. Moi, j'ai connais beaucoup de gens qui sont là, des Français, des Françaises, ils n'ont pas vu leur famille depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans pour certains. Il y a eu des conditions spéciales, il y a eu la guerre, il y a eu des problèmes perso, il y a des obligations, des contraintes professionnelles, je sais pas, peu importe. Donc 4 ans sans voir ses parents. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Je suis toujours débrouillé, ça coûte cher, mais voilà, 4 ans. Euh, donc, euh, donc en fait, à un moment, bah, le retour. Ouais, bien sûr, vous pouvez prendre un billet d'avion. Vous pouvez prendre un billet d'avion à des constructions, vous allez voir devant moi, il y a des grands travaux sur les trottoirs. Vous pouvez prendre un billet d'avion, par où est-ce qu'on passe? Vous pouvez prendre un billet d'avion et vous pouvez décider ouais, d'aller en France. Vous dire, bon, je recommence. Mais vous arrivez dans un écosystème familial qui a périclité, muté, changé. Donc vous avez été absent, c'est compliqué de tout vous récupérer. Puis il y a aussi autre chose. Vous arrivez avec une expérience professionnelle de dehors qui n'a pas forcément une valeur réelle sur le marché du travail local. Je ne parle pas de la Russie. Vous arrivez avec une expérience de 20 ans sur le marché russe pour revenir en France. Vous regardez avec un air abruti, mon Dieu, mais mon Dieu, bon, sans comprendre que avec 20 ans d'expérience en Russie, vous avez acquis ce qu'un Français moyen fait en 80 ans de gestion de business dans un pays comme la Russie, avec d'être employé avec les sanctions, la guerre, les difficultés, les changements, les modifications. Ouais. Je veux dire, ça. Une année de travail en RH, on dit qu'une année de travail à Moscou, c'est 2 années à Londres, quoi. Vous allez voir qu'on refait des trottoirs, je vais tenter de passer. Mais bon, de la même façon que votre expérience française quand vous arrivez sur le marché du travail russe, par exemple, elle n'a aucune valeur, quasiment. De la même façon, après 15 ans d'expérience professionnelle en Russie, qui a une super valeur, quand vous revenez, un chat. Quand vous revenez en France, ben, vos 15 ans d'expérience Russie n'ont plus de valeur sur le marché français. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Dimension professionnelle, la dimension personnelle. Euh, parce qu'on repart dans son pays, on n'y retrouve pas de travail. On a décroché avec sa famille, ses proches, ses amis. On les a perdus peu à peu. Les amis, vous les gardez peu difficilement. C'est des amis loin, après 20 ans d'expatriation, il y a peu d'amis qu'on garde, quoi. Et puis si vous les avez pas revus pendant 20 ans, et puis si vous vous êtes pas croisés, et puis si vos amis n'ont pas compris votre décision de partir, ce que vous faites dehors, ça c'est, on n'est plus sur la même fréquence. Donc partir, larguer les amarres, c'est vraiment des conséquences massives. Je sais en parler sur ces 2 vidéos parce que j'ai beaucoup de gens qui nous contactent, qui arrivent maintenant aussi, et des gens qui quittent tout, qui en ont plein le, voilà, et qui se barrent. Et je comprends tellement. C'est ça que je les accompagne. Mais moi, je sais, à 20 ans plus, à 18 ans plus, les conséquences de tout ça, et je sais que eux ne pensent pas à ça, ce qui est normal. Vous avez vu derrière moi le chantier, ça c'est quand en Russie on refait les trottoirs, donc tout est en chantier. Alors vous imaginez s'il se met à pleuvoir ou à neiger là-dessus, oh là là,
On est bien là. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, j'arrive à la gare. Je vais prendre le premier train pour Moscou. Euh, Il y a vraiment tout ça à prendre en compte, c'est des facteurs. Je sais que ces vidéos surprennent les gens. On me dit metal blues. Non, moi j'ai pas le blues, c'est-à-dire que j'ai divorcé. La France, il n'y a rien qui peut me rabibocher parce que au fond en moi, la France ne me crée plus d'émotion ni au football, ni Marine Le Pen, Cormand Bardella, rien. Il n'y a rien qui, rien, ok. Rien, ça. Je m'en fous, ce truc-là, ça peut disparaître demain, je n'ai rien à foutre. Ça m'intéresse plus en fait, c'est-à-dire que c'est une tranche passée de ma vie sur lequel j'ai tiré un trait et j'y reviendrai jamais. Peut-être en touriste, hein, j'avais fait la vidéo sur mes 50 ans, mais mais ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que ça me mes priorités de choisir des endroits pour aller faire quelque chose, ce sera pas là-bas. Voilà. Donc, mais moi je suis pas la masse, c'est-à-dire je suis pas vous. Et en tout cas, quand on arrive, c'est normal qu'on ait encore des liens avec la France pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, émotionnelles, etc. Donc moi je suis pas vous. Euh, et je parle de ça parce que c'est important de commencer à me mesurer avant que le choc de ça nous tombe dessus et que vous ne soyez pas préparé en fait. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Je suis arrivé à la gare de Kavrov. Vous appelez Kavrov? Hop, il y a Fleury derrière. Je vais vous filmer la gare derrière moi. 100 000 habitants. La vie est pas chère ici. Il y a que des Russes, des Slaves. Il y a des jolies filles. La ville est triste. À la gare. La ville est fleurie. Regardez. Mais après, vivre ici, ouais. Il y en a un qui va faire l'expérience. On l'essaye. Il essaye. Et on peut faire un bilan d'intégration. 6 mois, 1 an, 18 mois. Alors notez quand même le parc automobile. Ça, c'est un indicateur assez clé quand même de ce qu'est la Russie. C'est qu'en fait, quand même des voitures de bon niveau assez propres. Voilà. Vokzal en russe, ça veut dire gare. Là, vous avez un petit monument animé là. Ici, devant la gare. Voilà. Vokzal, c'est la gare. Et je vais chercher un billet. Je n'ai pas pris de billet retour parce que je n'avais pas prévu combien de temps duraient les procédures. Donc je vais à la gare. Je dis bonjour, est-ce que je peux prendre un billet pour Moscou? C'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo un peu hors de Moscou. J'espère que la balade vous a plu, que ce que je dis vous intéresse. J'essaie de dire des choses qui sont des choses réfléchies après beaucoup d'années d'expérience. Des choses vraies. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Likez cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier en Russie, c'est dessous. Consultez le site de Russie.